Bonsoir et bienvenue dans ce Mediapart Live qui se poursuit avec un débat sur le populisme de gauche qui est un terme au cœur de nombreux débats politiques. Et pour en parler ce soir, avec moi il y a Pauline Graul qui est journaliste également à Mediapart et puis nos invités. Chantal Mouffe, philosophe, qui vient justement de sortir un ouvrage qui s'intitule « Pour un populisme de gauche ». Tout est dit dans le titre. Et puis avec elle, pour échanger, Christophe Aguiton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en sciences sociales et puis vous avez également publié un livre, mais il y a quelques mois, sur la gauche au XXIe siècle. Alors, on va commencer avec vous, Chantal Mouffe, par une première question très simple qui correspond au titre de votre premier chapitre, qui est intitulé « Le moment populiste ». Alors, pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas forcément à quoi s'en tenir, comment on décrit un moment populiste? Qu'est-ce que c'est que ce moment populiste dans lequel nous serions rentrés? Justement, le livre, en fait, et j'aurais bien cité là-dessus, c'est une analyse de la conjoncture actuelle en Europe occidentale. J'insiste parce que, vraiment, je ne veux pas du tout parler de ce qui se passe en Hongrie, en Pologne. C'est important, mais enfin, je crois qu'il y a des conditions différentes. Donc, c'est la conjoncture actuelle en Europe occidentale, et je définis cette conjoncture comme étant un moment populiste. Alors, par là, ce que j'entends, c'est que nous sommes en train de vivre toute une série de résistances, on appelle ça des mouvements anti-système, qui sont en fait, selon moi, ce sont les résistances à ce que j'appelle la situation post-démocratique dans laquelle nous vivons actuellement et qui est, pour moi, la conséquence de 30 ans, en fait, déjà, d'hégémonie néolibérale. Alors, je voudrais insister ici parce qu'on a mal interprété certaines de mes affirmations. Je ne dis pas que tous ces mouvements anti-système ont comme, si vous voulez, adversaires et qui sont contre le néolibéralisme. Parce que je dis que ce sont les mouvements de résistance contre la situation post-démocratique. Situation post-démocratique qui est une conséquence de la post-démocratie, de la globalisation néolibérale, mais ils ne le définissent pas nécessairement comme ça. Donc ça, je crois que c'est important à dire. Alors, cette post-démocratie, moi, je la définis à partir de deux aspects, principalement. Je crois qu'il y a un aspect que j'ai déjà d'ailleurs étudié dans un livre antérieur qui était traduit en français sous le titre de l'illusion du consensus, c'est ce que j'appelle la post-politique. À ce moment-là, j'étudiais en fait la conjoncture en Grande-Bretagne autour de la troisième voie, Tony Blair, lorsqu'on nous disait il n'y a plus de différence entre la droite et la gauche, c'est le moment où en fait il y a eu un rapprochement entre centre-droit, centre-gauche, et où finalement les partis sociaux-démocrates ont accepté l'hégémonie néolibérale et l'idée qu'il n'y avait pas d'alternative à la globalisation néolibérale. Ça, c'est un premier moment de cette condition post-démocratique. Mais depuis la crise de 2008, on a vu un autre phénomène se développer, qui est un phénomène que j'appelle d'oligarchisation de nos sociétés. Alors ça, bien entendu, c'est la conséquence de la primatie du capitalisme financier, des politiques d'austérité après 2008, et c'est lié, par exemple, au fait, d'abord un développement exponentiel des inégalités, le début de paupérisation et de précarisation de la classe moyenne, enfin toute une série de phénomènes qui, en fait, si vous voulez, ont plus à voir avec la question au niveau économique, tandis que la post-politique, c'est plutôt questions qui ont à voir avec le système politique. Alors, j'appelle ça post-démocratie parce qu'en fait, nos sociétés continuent à dévoluer de démocratie, bien entendu, sauf que tout ce qui a à voir avec l'idéal fondamental démocratique, qui est égalité et souveraineté populaire, ça a été évacué. Je veux dire, en fait, nous vivons dans des sociétés où c'est principalement, on parle de la démocratie, c'est avoir des élections, les droits de l'homme, mais il n'y a plus rien qui a vraiment à voir avec les valeurs démocratiques. C'est en fait, si vous voulez, je ne veux pas développer ça parce que ça prendrait trop de temps, mais je crois que dans ce que nous appelons, nous, démocratie, c'est une articulation entre la tradition libérale, la tradition libérale étant par là la séparation des pouvoirs, l'état de droit, les droits de l'homme, et la tradition démocratique à laquelle je me suis déjà référée, parlant donc égalité et souveraineté populaire. Aujourd'hui, l'aspect libéral est tellement dominant que tout ce qui a à voir avec la démocratie a été éliminé. Et c'est ça que j'appelle post-démocratie. Et je crois que, ça c'est ma thèse, tous ces mouvements sont en fait des moments de résistance, très différents, mais à cette situation post-démocratique. Et en fait, ce sont les citoyens qui disent « mais nous, on veut avoir une voix ». Très bien. Christophe Aguiton, est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Donc, il y a une crise démocratique, il n'y a pas d'alternative à la mondialisation néolibérale et il y a une
oligarchisation de nos sociétés. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce diagnostic de Chantal Mouffe ? Sur le point de départ, je partage tout à fait ce qu'a écrit ou ce que dit Chantal à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a, à partir de la crise de 2008, donc il y a juste 10 ans, Lehman Brothers, on est juste au moment de l'anniversaire, un choc qui va se produire à la fois pour les couches populaires, ceux qui sont les victimes depuis très longtemps de la précarité du chômage, mais aussi les couches moyennes. Et ça, c'est nouveau. Plus nouveau. C'est plus nouveau, exactement. Nouveau. Et à partir de 2011, qui est dans la continuité des révoltes du monde arabe, ce qu'on appelait le printemps arabe, des mouvements qui vont se développer à peu près partout, ce qu'on a appelé les Occupy Wall Street, les Indignados en Espagne. Il y a eu des mouvements qui étaient assez semblables dans leur forme, qui se sont en effet articulés avec d'autres types de mouvements sur des questions écologiques. Je pense à Notre-Dame-des-Landes ou des questions plus sociales. Je pense aux retraites chez nous, mais c'est des mouvements comparables qu'on retrouve dans tous les pays. Alors, les petites différences que j'aurais avec vous, Chantal, la première, c'est que j'élargirais un peu au-delà de l'Europe de l'Ouest. Pour moi, c'est l'Atlantique Nord. C'est-à-dire, c'est l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Oui, donc c'est-à-dire qu'on a, en fait, c'est pas qu'on a un désaccord, c'est simplement, moi, voilà, j'étudie la question de l'Europe occidentale aujourd'hui, et vous d'accord. Quand vous élargissez, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, vous avez exactement les mêmes phénomènes. Il y a Trump et Sanders, et vous avez au Canada des choses dans le Canada anglophone, mais surtout dans le Canada francophone, donc le Québec, la montée de Québec solidaire, qui est aussi un mouvement qui monte de façon considérable et très très rapide depuis 2011. Donc ça, c'est vraiment une analyse que je partage complètement avec vous sur les causes et sur les effets qui sont en fait dans tous ces pays-là une montée de ce qu'on pourrait appeler un peu plus de droite, peu importe le nom, mais enfin de courants xénophobes, semi-fascistes, on peut donner des noms divers à toutes ces formations qui elles aussi sont assez hétérogènes, mais qui montent partout, de la Ligue du Nord au Front National, en passant par le l'UKIP en Grande-Bretagne, Trump d'une certaine façon aux États-Unis, au Québec c'est un mouvement qui s'appelle les loups contre l'immigration. Donc on a des mouvements de ce type un peu partout. Et puis à gauche, des forces qui sont en général sur le plan électoral équivalentes, dans certains pays un peu plus, dans d'autres un peu moins, qui correspondent exactement à ce que vous dites. La petite nuance que j'aurais par contre avec vous, c'est qualifier de populiste et de moment populiste, toutes ces réalités-là, ça permet d'avoir une discussion. Parce qu'il y a des pays dans lesquels les forces de gauche qui se constituent dans ces moments de post-2011, je pense à Podemos, se revendiquent du populisme ou du populisme de gauche. Il y a un débat avec Errejón pour savoir si c'est populisme ou populisme de gauche, mais peu importe. Et je suis plutôt d'accord avec ce que vous écrivez. Un des leaders de Podemos, un des deux principaux leaders de Podemos, qui lui se revendique du populisme, Iglesias aussi, mais Errejón est celui qui l'a porté de façon un peu plus théorique, disons, que Iglesias. Donc il y a des mouvements comme ça qui se revendiquent du populisme. En France, on a une France insoumise qui ne s'en revendique pas directement, mais qui en est quand même assez proche, sur beaucoup d'aspects. Puis dans d'autres pays, c'est des formations politiques beaucoup moins marquées, par exemple par la place du leader ou par une espèce de verticalité dans leur rapport aux politiques. Je pense par exemple au Québec, dont je viens de vous parler avec Québec solidaire, qui est vraiment une organisation qui a été créée par des syndicalistes et des féministes. C'est Françoise David, qui était la créatrice de la Marche mondiale des femmes dans les années 90, qui a créé d'une certaine façon Québec solidaire. Donc l'attrait mouvements sociaux. Vous avez au Danemark un mouvement qui monte beaucoup, qui s'appelle l'Alliance rouge et verte, mais qui là aussi a des leaders qui changent. On n'est pas tout à fait dans les mêmes constructions. C'est une formation politique plus classique. On pourrait dire aussi en Allemagne que Die Linke n'est pas non plus tout à fait, même si... Pourtant, ils se définissent comme populistes de gauche. Sarah Wagenknecht. Non, je regrette beaucoup parce que moi je suis très amie de Katia Kipping. Oui, qui est très bien. Katia Kipping, depuis déjà assez longtemps, ils se définissent sont aussi comme populistes de gauche. D'ailleurs, Katia dit, c'est un peu préoccupant parce que nos deux factions, on se définit. Donc Sarah et moi, comme populiste de gauche, sauf qu'on a une compréhension différente de ce qu'est le populisme de gauche. Donc voilà, c'est un peu ça les nuances qu'on pourra avoir, mais qu'on pourra discuter pendant la discussion. Mais alors, excusez-moi, pour continuer à dresser le tableau, c'est-à-dire vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a sans doute un moment populiste, ensuite... En tout cas, qu'il y a une montée des radicalités. Il y a une montée des radicalités à gauche et à droite, de votre côté. Le livre s'appelle « Pour un populiste de gauche », donc c'est pour appeler les forces de gauche à adopter cette stratégie populiste. Mais justement, j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus, puisque vous parlez beaucoup du premier livre, en fait, qui s'appelait « Hégémonie et stratégie socialiste », que vous aviez publié avec Ernesto Laclau, qui est publié en 1985, si je me souviens bien, traduit beaucoup plus tard en français. Mais à l'époque, il s'agit de peser sur les grands partis sociaux-démocrates, qui sont aujourd'hui les partis de centre-gauche. Des années après, en 2005, vous écrivez encore, vous dites avec un peu cet espoir-là de peser sur la social-démocratie. Et maintenant, vous nous dites, en fait, j'y crois plus. Bon, écoutez, d'abord, Fabien, si vous me permettez, je voudrais bien dire quelque chose en complément de ce que Christophe disait avant, parce qu'en fait, je crois que c'est important pour toute la discussion. Écoutez, quand je parle, parce que vous dites, ce sont des partis qui ne se revendiquent pas, bon. Mais d'ailleurs, je le dis très fort, très clairement dans le livre, ce n'est pas on dit ça en anglais, un label, c'est un nom, le populisme de gauche, c'est une stratégie politique.
c'est une stratégie politique qui correspond justement à comment on établit la frontière. Parce qu'en fait, je crois qu'ici, il est important tout de même de clarifier que par populiste, et là, en fait, je suis ce que dit Ernesto Laclau dans La raison populiste, le populisme, c'est une stratégie de construction de la frontière politique entre le nous et le eux. Bon, alors c'est ça. Donc, c'est une stratégie. Et il dit, bien, c'est pas un régime, ce n'est pas quelque chose qui a un contenu particulier, ce n'est pas une idéologie. Bon, d'accord. Donc, c'est une façon de construire la frontière politique. Donc, ce qu'il y a, pour moi, donc, de commun dans ces mouvements, même s'ils ne se revendiquent pas comme populistes de gauche, c'est que j'appelle mouvement populiste en général tous les mouvements qui établissent une frontière, alors qu'ils se définissent ou pas comme populistes de gauche. Et vous, dans votre intervention, vous n'avez pas fait référence, mais c'est vrai qu'en général, les Français, je ne sais pas si ça les dérange ou quoi, mais la question, l'exemple de Jérémy Corbyn. Bon. Alors, on y vient, parce que lui, il fait partie de la famille social-démocrate. Oui, à la base. Mais c'est un mouvement qui est en train de se redéfinir comme un mouvement de populisme de gauche. Écoutez, et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je n'aurais jamais osé, dans le livre, dire ça si je n'avais pas eu des discussions avec des gens qui travaillent avec Corbyn et qui ont dit « Mais oui, pour nous, notre stratégie, attention, c'est une stratégie de populisme de gauche. » Et ils sont en train d'essayer de redéfinir le Labour en tant que grand mouvement. D'ailleurs, par exemple, c'est eux qui m'ont dit la façon dont maintenant, vous savez, le slogan « For the many, not the few hein, », c'était en fait un vieux slogan Blairite. Mais Blair utilisait ça pour dire, bon, on est tous, pour éviter de parler de socialisme en réalité. Tout le many, not the few. Tandis que la façon dont Corbyn et Moment tout ça redéfinissent for the many, not the few. C'est-à-dire, ils construisent une frontière politique entre le nous et le eux. Mais alors, évidemment, ce ne sont pas des... Ils acceptent, ils disent, notre stratégie est une stratégie populiste de gauche. Mais évidemment, le Labour ne se présente pas comme un parti populiste de gauche. D'ailleurs, je crois que, j'insiste là-dessus dans le livre, je dis, ce n'est pas une question que... C'est pas un nom. Les partis qui suivent cette stratégie ne doivent pas se présenter comme populistes de gauche. Voilà, ça, je crois que c'est important parce que dans notre discussion, justement, parce que ça permet de dire, bon, ben, c'est pas une question, est-ce que vous vous appelez comme ça ou pas, c'est voir quelle est la stratégie que vous établissez. En pratique. Christophe Aguiton voulait répondre là-dessus. Même là-dessus, moi, je serais là aussi plus prudent en insistant sur la diversité, parce que j'ai bien lu, évidemment, votre livre et je connais vos thèses. Il y a en effet la définition du nous et du eux comme point stratégique, et puis il y a une deuxième chose sur laquelle vous insistez que je partage. Donc il n'y a vraiment pas du tout de débat et de polémique entre nous là-dessus. C'est ce que vous appelez le non-essentialisme ou le refus de l'essentialisme, c'est-à-dire le fait de ne pas considérer qu'il y a une classe ou un groupe social qui, par nature, serait le seul à pouvoir forcer le changement. C'est un petit peu plus que ça aussi. On va laisser aller jusqu'au bout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous insistez beaucoup sur le fait que depuis les années 68 et encore plus aujourd'hui, la multiplicité des mouvements sociaux, quant à leur composition, y compris sociale, ce que je partage tout à fait, et les combats qu'ils mènent, obligent à une réflexion différente, où on ne peut pas se contenter, comme on pouvait l'envisager dans les années 50-60, d'avoir une construction où c'est la classe ouvrière, son parti, son syndicat qui dirige tout, mais dans ce que vous appelez des chaînes d'équivalence, c'est-à-dire les moyens d'articuler ces mouvements pour qu'ils fassent congruence d'une certaine façon face à eux, c'est-à-dire au système oligarchique, etc. Bon. Mais sur ces deux questions-là, le eux et le nous, et cette espèce de vision d'articulation entre différents mouvements sociaux, là aussi, les réponses ne sont pas les mêmes. Prenez par exemple quelqu'un qui se réclame, comme vous l'avez rappelé à juste titre, du populisme de gauche en Allemagne, Sarah Wagenknecht. Elle crée une rupture de fait dans Die Linke, même si elle n'a pas quitté Die Linke, sur des questions assez centrales. Elle a créé un mouvement quand même. C'est ça, qui s'appelle Debout. Aufstehen. Absolument. Et sur le même modèle que la France Insoumise. Sur le même modèle que la France Insoumise. Bon. Mais son orientation politique est intéressante parce qu'en fait, elle parle de la nécessité de revenir à la classe ouvrière et au peuple, au sens aux classes populaires, mais elle insiste beaucoup sur la classe ouvrière, ce qui en Allemagne correspond à une réalité plus forte sociologiquement qu'en France, pour des raisons qu'on connaît tous, et elle reproche à Katia et le reste de la direction de Die Linke de s'intéresser trop aux LGBT, aux écolos, aux femmes, aux migrants, et à tous ces mouvements sociétaux dont elle considère que ça ne doit pas être la racine un peu centrale. Non, donc, d'une certaine façon... Sauf qu'elle ne veut pas, elle ne dit pas non plus qu'il ne faut pas s'en occuper. Je suis d'accord. Elle met le curseur sur la classe ouvrière, et donc elle revient d'une certaine façon dans une vision assez classique qui aurait pu être celle des partis communistes dans les années 50-60 ou des sociodémocrates en Allemagne, par exemple. Donc on voit bien que derrière cette radicalité qu'il a est commune, et là je partage complètement l'idée que ça vient de 2011, on a des réalités assez différentes, y compris au regard de ce que sont vos définitions. Ah mais là je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs je crois que justement c'est pas, par exemple, écoutez, moi je suis particulièrement de près la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Mais ce sont des mouvements très différents et qui, par exemple,
imaginons qu'ils arrivent au pouvoir. Bon, dans le cas de Jeremy Corbyn, c'est pas impossible. En France et en Espagne, c'est un peu plus compliqué. Mais ils établiraient des gouvernements, pas des régimes, hein, parce que c'est un mouvement populiste, quand il arrive au pouvoir, n'établit pas un régime populiste. Il n'y a pas de régime populiste. Ils vont établir des régimes qui, par exemple, c'est intéressant de voir comment le Labour, pour eux, l'objectif, c'est un socialisme démocratique. Ils veulent arriver au pouvoir, créer une nouvelle hégémonie. Alors, Podemos, ce n'est pas du tout le cas, parce que dans les conditions espagnoles, justement, parler de socialisme, c'est pas... Vous voyez, donc tout ça dépend beaucoup des traditions. Ce sont des projets qui vont s'inscrire de manière différente. Hein. Donc, moi, je ne sais pas du tout d'homogénéiser. Je dis, ce qu'ils ont en commun, ce sont et c'est pour ça que je crois que c'est important, c'est contre... la social-démocratie, enfin, c'est encore bien d'appeler sociaux-démocrates. Moi, je c'est sociaux-libéraux, c'est gentil. Ce sont des sociaux-libéraux. Enfin, tous ceux qui nous disent, depuis Blair jusqu'à Macron, il n'y a plus de différence entre la droite et la gauche. On peut finalement, comme disait Blair, on est tous de classe moyenne, on peut s'entendre. Donc, il n'y a plus de frontières politiques. Moi, ce que je trouve important dans ces mouvements populistes, c'est un retour de la conflictualité. Hein? Donc, on rétablit une frontière politique. Et ça, c'est ce que on le trouve à la fois donc, dans le populisme de droite. Hein? Évidemment, ils ne la construisent pas de la même manière, mais il y a un retour de la conflictualité, et dans le populisme de gauche. Et donc, ils s'opposent, si vous voulez, ils mettent en question la pose politique et le consensus dominant. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, il y a une telle réaction de gens du centre qui ils utilisent le terme populiste pour stigmatiser tous ceux qui mettent en question l'ordre dominant. Enfin, vous avez été l'inspiratrice de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Je regrette beaucoup. C'est excessif. Non, j'ai pas été non, là, je crois que ce n'est pas vrai. Jean-Luc Mélenchon avait, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses pas justes qui ont été dites là-dessus. Quand on a rencontré Jean-Luc Mélenchon en 2012 à Buenos Aires, on a beaucoup parlé, on a découvert qu'on avait des points communs, mais c'est pas que Jean-Luc Mélenchon est devenu populiste en lisant la Chloé Mouffe. Hein. On a dit beaucoup de stupidité en France là-dessus, honnêtement. Mais il a dit, bon, ça m'a libéré l'imagination, mais il avait déjà, c'est quelqu'un qui avait sa réflexion sur le peuple, elle est bien antérieure à la rencontre avec nous. Alors, je crois qu'on lui a... ça a permis, en fait, je me souviens, par exemple, dans la discussion qu'on a eue à Buenos Aires, parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux affects en politique, et lui aussi, à un moment donné, il m'a dit, mais tu ne veux pas savoir, comme ça me fait plaisir que toi, qui es philosophe politique, tu dises ça. Je dis, parce que moi, je sens ça, je le sens. Mais quand j'en discute avec mes on dit, oh non, mais alors, je crois qu'on l'a un peu... On lui a légitimé un peu, mais ce n'est pas inspiratrice de sa stratégie, non. Je crois que ça, c'est vraiment... c'est lui. Et, je ne veux pas m'attribuer... Non, mais malgré tout, il s'en est revendiqué. Les gens autour de lui vous lisent beaucoup. Oui, mais parce qu'il y a eu si vous voulez, il y a des affinités qui se sont cristallisées. C'est ça, c'est une rencontre de gens qui pensaient un peu... Alors, il y a bien entendu l'expérience de l'Amérique latine aussi, donc pour lui qui s'intéresse beaucoup à l'expérience de l'Amérique latine, on s'est rencontrés, si vous voulez, c'est une rencontre. Et alors, bon, on a... oui, ça s'est un peu cristallisé, mais dire que je suis l'inspiratrice de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas juste. Mais néanmoins, vous parliez tout à l'heure des gens qui se faisaient reprocher d'être des populistes, hein, parce qu'effectivement, le terme, il est assez sulfureux. Est-ce que finalement, c'est pas compliqué de se revendiquer populiste comme a pu le faire Mélenchon? Est-ce que c'est pas un peu un piège politique de le revendiquer comme cela? Non, mais justement, en parlant de Mélenchon, une discussion qu'on a eue à Buenos Aires, c'est il dit, oui, je sais, je comprends, mais en France, disait-il, c'est un terme qui est tellement négativement connoté que ça ne passera pas. Ouais. Après, il a un peu changé d'opinion. Bon, je sais, on me dit souvent ça, mais vous savez, pourquoi pas un autre terme? Mais moi, je crois que dans la mesure, justement, où on est conscient du fait que ce sont ceux qui défendent le consensus, qui essayent de stigmatiser. Il ne faut pas tomber dans leur piège. Et après tout, au fond, moi je crois que il y a une dimension populiste dans la démocratie. Parce qu'au fond, si on démos kratos, il faut qu'il y ait un démos, il faut construire un peuple. Et donc, moi, contrairement à certains qui disent non, c'est une perversion de la démocratie, le populisme, je dis non, il y a une dimension populiste dans la démocratie et il faut si vous voulez la défendre. D'ailleurs, il est intéressant de noter que
c'est surtout en Europe qu'il y a une conception aussi négative du populisme. Aux États-Unis, c'est pas du tout ça. Par exemple, tout le monde reconnaît que Bernie Sanders est un populiste de gauche. Ça ne fait aucun en Amérique latine non plus. Je veux dire, donc, il faut résister à ça. Il faut revendiquer la dimension populiste, parce que la dimension populiste, c'est la dimension justement de défense du peuple. Et je crois, là, je suis d'accord avec, par exemple, Jacques Rancière quand il dit que les antipopulistes, c'est la haine de la démocratie. Alors, je voudrais, pour qu'on avance dans la discussion, je voudrais vous poser une question à tous les deux. On commencera peut-être avec Christophe Aguiton pour répondre. Vous venez de le rappeler, la stratégie populiste, c'est articuler des demandes populaires, démocratiques, pour s'opposer à l'oligarchie, pour opposer un peuple qu'on construit à l'oligarchie. Mais dans la mise en œuvre concrète, on a commencé à en parler, à prendre des exemples, on s'aperçoit souvent, c'est assez récurrent, et notamment dans le contexte européen, que dans ces mouvements-là, on a souvent un leader qui cristallise cette articulation des demandes, qui capte non seulement la parole, mais aussi le pouvoir, avec des fonctionnements assez verticaux, contrairement à ce qui est parfois affiché ou désiré. Et ma question est la suivante, est-ce que c'est une fatalité de ces mouvements, est-ce que c'est une fatalité de la stratégie populiste? On commence par Christophe Aguiton et ensuite... Alors, je dis, le mot stratégie populiste est discutable, mais ce n'est pas le propos. Quand on prend la réalité de ces mouvements, on s'aperçoit que dans certains cas, et c'est évidemment le cas de Jean-Luc Mélenchon ou de Podemos, il y a quelque chose qui est sinon théorisé, mais en tout cas pratiqué. C'est-à-dire que le rôle du leader de Jean-Luc Mélenchon, en particulier en France, est évident, et Iglesias a joué un rôle un peu comparable dans les institutions qui sont évidemment différentes. Bon. Donc on a ces cas-là qui existent, qu'on connaît, qui renvoient pour ce qui est de la France aux institutions. On est quand même dans une monarchie élective, et dans tous les cas, on retrouve quelqu'un qui est élu pour 5 ans. Enfin, on connaît cette histoire-là. Bon. C'est pas la réalité de tous ces mouvements. Corbyn, par exemple, pour prendre l'exemple de Corbyn. La petite histoire, pour la raconter, la gauche britannique existe. C'était Tony Benn qui la représentait pendant des décennies, celui qu'on appelait l'aristocrate rouge. Oui, l'aile gauche du Parti travailliste. L'aile gauche du Parti travailliste. Mais Corbyn vient de là, strictement. Bon. Et Tony Benn faisait 10 au mieux, 15 quand il y avait du vent, % des voix dans le Parti travailliste. Bon. Et la discussion, c'est une amie à moi, Hilary Wainwright, qui dirige Red Pepper en Angleterre, que vous devez connaître, qui est une bonne amie, et qui me racontait la discussion qu'ils ont eue, les 4 députés du Labour qui restaient de la gauche, ils restaient à 4. Et ils ont commencé à se dire, ils étaient tous un peu âgés, un peu fatigués. Tony est mort, il faut qu'un de nous quand même s'y mette, etc. La première dit non, c'est pas possible, j'ai un cancer, franchement, j'ai pas les moyens. L'autre, non, mes petits-enfants, mes enfants ont divorcé, c'est moi qui m'occupe des petits, je peux pas. Et Corbyn s'est retrouvé à la fin en disant enfin, on est quand même obligé de présenter quelqu'un. Bon, s'il y a personne, je veux vraiment pas y aller, mais je vais me dévouer. Convaincu qu'il ferait un tour de piste et qu'après 10%, c'est terminé. Bon, ce qui s'est passé, pour vous, si vous connaissez un peu l'histoire, c'est qu'il y a une conjonction entre cette gauche britannique, qui est une vieille gauche très traditionnelle, si on peut dire, avec un mouvement de jeunes, c'est celui dont vous parlez, qui s'appelle Momentum, qui a vraiment boosté tout ça, qui a investi le Parti travailliste, qui en a fait aujourd'hui le plus grand des partis politiques d'Europe occidentale. Presque 600 000 membres. Près de 600 000 membres, le plus gros de tous. Et ils l'ont fait d'ailleurs, petit retour marrant de l'histoire, en utilisant un truc qu'avait instillé et mis en place Tony Blair contre les syndicats et donc contre la gauche. Historiquement, le Labour est créé par le syndicalisme en Angleterre. Ça date de 1911, c'est une vieille histoire, et les syndicats sont toujours un peu à gauche, alors à la syndicale, c'est des revendications un peu traditionnelles, mais assez à gauche. Et Tony Blair, pour imposer la troisième voie, avait créé une réforme, avait fait voter une réforme des statuts du Labour qui permettait à des adhérents directs, en gros les adhérents à 10 € comme Ségolène Royal en 2007. Attends, c'est pas Tony Blair, ça c'était Tony Blair. Non, c'était un peu plus tard peut-être. C'est Miliband, c'est Ed Miliband. Non, Tony Blair avait commencé, peu importe, ça c'est un détail. Bref, Momentum a réussi à transformer tout ça. Mais quand vous prenez le cas de Corbyn, ça pourrait être un autre. Quand vous prenez les partis dont je vous parlais, l'Alliance Rouge et Verte, le Démocratie Québec solidaire ou des Linke, les dirigeants changent, d'un congrès à l'autre, on peut les faire évoluer. La figure du leader ne se pose pas du tout de la même façon. Alors, il y a des cas où il y a conflit. Sarah Wagenknecht, non seulement elle a un programme politique, mais elle est très populaire. C'est quelqu'un qui, quand elle va sur un marché en Allemagne, elle rassemble plus de monde que d'autres. Mais c'est des cas qui montrent, en tout cas, tous ces exemples-là montrent qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a des histoires particulières qui font que ça se passe dans certains cas. On y reviendra dans la discussion. Moi, je pense que c'est très problématique. Je voudrais bien dire quelque chose. Alors, terminez. Non, c'est très problématique. Parce qu'autant, et vous le dites à juste titre, il y a toute une série de raisons qui expliquent ça, dont les affects. Et je partage ça. Mais les conséquences politiques de ça sont assez désastreuses. De la personnalisation. Et quand on prend le cas latino-américain, mais de tous les pays, y compris les plus progressistes, Venezuela, Équateur, Bolivie, je ne parle pas du Nicaragua, qui est une caricature, mais les 3 principaux pays de l'ALBA, on voit que le prix à payer de cette personnalisation du pouvoir
pouvoir, on y reviendra peut-être tout à l'heure, on a encore un peu de temps, est considérable. Et que le problème n'est pas d'analyser le pourquoi ça arrive, mais de comprendre ce que ça va coûter au mouvement populaire. Alors, justement, sur cette question-là, je voudrais dire quelque chose parce que c'est une question qu'on soulève toujours. Bien sûr. Alors, on nous a accusés, surtout Ernesto dans ce cas-ci, de dire que, accusé, c'est peut-être un peu, on a affirmé que nous disions que le leader, c'était absolument nécessaire. Bon, on a absolument jamais dit ça, en tout cas jamais. Ernesto, il a des formules peut-être un petit peu plus ambiguës, mais ce qu'on dit de toute façon, et alors là, ça a à voir justement avec la stratégie populiste, qui est donc créer une chaîne d'équivalence entre toute une série de demandes démocratiques. Ce sont des demandes qui sont très hétérogènes. Par exemple, là, c'est un point sur lequel moi, je me distingue beaucoup de Hart et Negri, leur idée de la multitude. Comme la multitude, toutes ces demandes vont ensemble nécessairement, elles ne sont pas conflictuelles. Non, il y a des conflits entre les féministes et les ouvriers. Donc, il faut justement parvenir à créer c'est pour ça que nous insistons sur la nécessité d'une nouvelle forme de subjectivité. Il faut articuler ces demandes. Bon. Articuler ces demandes, ça veut dire qu'il faut un principe articulateur. Voilà, un principe articulateur. Alors, Ernesto l'a dit plusieurs fois, ce principe articulateur n'est pas nécessairement un leader. Par exemple, il donnait souvent l'exemple de Solidarność en Pologne, où là-bas, c'était le fait... ça peut être, si vous voulez, une demande particulière qui devient la demande qui symbolise toutes les autres. Dans le cas de Solidarność, c'était pas la figure de Wałęsa qui n'était pas très importante, mais c'est une demande qui cristallise toutes les autres. Je me souviens qu'à l'époque où on écrivait Hégémonie, il y avait un très fort mouvement gay, surtout dans la région de San Francisco, mais en général en Californie. Et on dit, oui, peut-être que le mouvement gay, peut-être cette lutte qui cristallise les autres. Alors, dans certaines circonstances, on peut penser que ça soit la lutte ouvrière aussi. Je veux dire, il n'y a pas. Ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas un privilège nécessaire à la lutte ouvrière. Mais ça ne veut pas dire que la lutte ouvrière ne peut pas l'être. Bon, d'accord. Mais par exemple, aujourd'hui en Espagne, il y a une discussion tout à fait fascinante parce que, bon, vous vous souvenez, le 8 mai, le mouvement des femmes, est-ce que, par exemple, le 8 mars, pardon, est-ce que le mouvement des femmes ne pourrait pas devenir justement ce mouvement symbole Mais ce qu'il est en Argentine, le Ni Una Menos. Oui. Donc c'est le mouvement porteur en Argentine. Oui, mais il est beaucoup plus fort encore en Espagne. Beaucoup plus fort en Espagne. Non, là, je vous assure. Je connais bien les deux cas. Mais enfin, vous voyez, donc là... Alors, mais c'est vrai que, très souvent, c'est un leader qui est, comme vous le disiez, dans la mesure où, pour créer cette volonté collective il faut mobiliser les affects, l'identification d'un leader, c'est une force pour cristalliser les affects communs. Vous voyez, mais donc, Christophe Aguiton soulignait aussi le coût que ça pouvait avoir. Oui, non, mais je suis d'accord avec lui, absolument. Je vois très bien et aussi les dangers. Les dangers. Surtout, moi, je le vois surtout, si vous voulez, du côté du problème pour la succession. Moi, je l'ai vu très bien en Argentine. Voilà, par exemple, Cristina. C'est dommage qu'on ne parle pas plus de l'Argentine parce qu'en fait, l'Argentine est un pays où il y a eu vraiment des avancées très, très, très importantes au point de vue. Les Kirchner ont rétabli la situation économique que Macri est en train de détruire complètement. Je veux dire. Mais alors, il y avait l'image de Cristina. Vous savez, si Cristina avait pu se représenter donc, aux dernières élections, elle aurait gagné au premier tour. Hein. D'accord, ça, c'était certain. Mais elle ne pouvait pas parce que le système disait... Et alors, bon, c'est vrai, ils ont choisi quelqu'un qui n'avait pas de charisme, tout ça, donc elle a perdu. Mais, alors, on dit, oui, mais Cristina, c'est vrai que lorsqu'on a un leader comme ça, c'est pas facile pour d'autres. Donc, vous voyez, moi, c'est surtout là-dessus. Alors, sur l'héritage. Mais l'héritage. Non, mais c'est sûr. Oui, mais attendez, je voudrais bien... C'est vrai qu'il y a aussi le problème que... Bon, mais le fait d'un leader important, un leader n'est pas nécessairement un leader qui va être autoritaire, parce que le leader peut être aussi un primus inter pares. C'est-à-dire, il y a possibilité d'un rapport beaucoup plus démocratique. Et je vais vous dire une chose, moi je crois qu'il y a des choses très injustes qui se disent sur Mélenchon ici en France, parce qu'en fait, moi je connais plusieurs députés de la France insoumise qui disent tous, en fait, on est étonnés
de la façon démocratique dont Jean-Luc Mélenchon nous organise. Il y a aussi, on a ce fantasme des tensions sur la question démocratique. On l'a chroniqué dans Mediapart. Est-ce que les députés que vous connaissez disent ce qui est vrai, c'est qu'il y a un groupe parlementaire de la France Insoumise qui fonctionne bien. Moi, je connais plusieurs des députés qui disent tous qu'en effet... Et que Mélenchon est très démocratique. Exactement. Et qu'il n'impose pas ses vues. Pour ce qui est du groupe, on est d'accord. Mais maintenant, la France Insoumise, comme formation politique, c'est une autre chanson. C'est une autre chanson. Mais ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, et je pense que c'est ça le nœud du problème, quand vous dites le problème, c'est la succession. Le fait même de poser ce problème-là veut dire qu'il y a un ver dans la pomme, qu'il y a un ver dans le fruit. C'est-à-dire que quand notre seul problème, ou le problème des Vénézuéliens, pas de vous ou de moi, mais quand au Venezuela, le seul problème, c'est de savoir si Maduro a l'étoffe pour succéder à Chavez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans un régime démocratique, et surtout quand c'est un régime qui se réclame du peuple, qui se réclame des mouvements sociaux, qui est issu de ces mouvements sociaux, il y a quelque chose qui ne va pas quand on en est à un niveau où on s'intéresse à la succession. Mais pire que ça, moi, ce qui m'intéresse le plus, vous savez que je viens des mouvements sociaux, le mouvement syndical, les mouvements associatifs, et moi, ce qui m'intéresse, c'est avant et après. Un peu comme dans la pub comparative. Au moment de l'arrivée au pouvoir de ces dirigeants, qui ont changé beaucoup de choses dans leur pays, il ne s'agit pas de jeter tout avec l'eau du bain, il y avait des mouvements sociaux qui avaient une certaine force, en particulier en Bolivie, qui était peut-être le pays avec l'Équateur où les mouvements sociaux étaient très forts. Au Venezuela, c'est plus compliqué parce que le pétrole rendait tout difficile bien avant Chavez. Chavez, le malheureux, n'a fait qu'hériter d'une situation. Mais Bolivie et Équateur, c'est des pays des mouvements sociaux incroyablement puissants. La guerre du gaz, la guerre de l'eau, la conaille en Équateur, c'est les indigènes des hauts plateaux équatoriens boliviens. Bref. On voit l'arrivée au pouvoir de Correa dans le cas équatorien et de Morales dans le cas bolivien. Et quand on regarde aujourd'hui, 15 ans après, les mouvements sont plus faibles, plus divisés, et il y a une société qui est plus atomisée, plus éclatée qu'elle ne l'était il y a 15 ans. Donc là, il y a un problème. Et dans ce problème-là, il y a des tas de causes, il ne s'agit pas de dire... Mais je vous assure que le fait d'avoir une concentration du pouvoir sur une personne qui, pour des tas de raisons, va devenir déterminante, c'est un problème majeur. Alors, ça ne retire rien... Mais si on accepte que ce n'est pas absolument une fatalité mais donc, dans la construction populiste de gauche, Chantal, qui n'est pas... En plus, je crois qu'il faut... Écoutez, moi, c'est vrai que ma réflexion, c'est surtout, comme je le disais, c'est sur la situation actuelle aujourd'hui en Europe. C'est bien l'Amérique latine. D'accord, mais je ne théorise pas là-dessus. Je ne théorise pas là-dessus. Et vos exemples, vous les prenez particulièrement à partir de l'Amérique latine. Mais parce qu'ils ne sont pas arrivés en pouvoir en France. Mais en plus, en Amérique latine, les conditions économiques sont tout de même extrêmement différentes. Ils ont en face une oligarchie, vraiment... C'est le problème de Chavez aussi. Je veux dire, on n'a jamais, les oligarques vénézuéliens n'ont jamais accepté la légitimité de Chavez. Et dès le début, ils ont essayé, il y a eu un coup d'État, tout ça. Donc, vous voulez, alors c'est sûr que lorsqu'on a face à soi un adversaire qui essaye à tout prix à vous détruire, ça conduit à des positions autoritaires. Il faut comprendre. C'est pour ça, je crois que... disons, moi je crois que pour ne pas nous étendre inutilement sur cette question, je reconnais avec vous que ça pose des problèmes. Mais d'un autre côté, moi je crois que... vous pouvez me donner un exemple d'un mouvement politique important où il n'y avait pas une figure de leader? Moi, franchement, je ne peux pas y penser. Je veux dire, alors c'est très bien. Idéalement, oui, c'est sûr, mais la figure du leader... Parce que... Est-ce qu'il n'y a pas aussi un souci? C'est-à-dire que culturellement, le peuple de gauche, comme on l'appelle, a quand même des aspirations à l'horizontalité, à la démocratie. Est-ce que ça peut, d'un point de vue pur de stratégie électorale, est-ce que ça peut pas être un handicap d'être dans ce rapport d'un homme fort avec le peuple? C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont un peu allergiques à ça, si vous voulez. Moi, je ne vois pas très bien ce que vous entendez par peuple de gauche, parce que comme s'il était là, le peuple de gauche. Des gens qui ont voté à gauche, mais le peuple, à chaque élection. Oui, mais alors là, c'est autre chose, ça. C'est dire parce qu'en fait, le peuple, mais le peuple qui est construit par une stratégie populiste. C'est pas ce peuple-là de gauche, je veux dire. Si je peux rebondir sur ce que vous dites. Bien sûr, il en faut partie, absolument. Mais c'est pas, on ne va pas... La stratégie populiste, alors là, ça serait un point, à mon avis, important à discuter. Allez, on peut... La question revenons à l'Europe, si je peux revenir à l'Europe. Oublions l'Amérique latine pour l'instant, revenons à l'Europe. Vous faites un ouvrage qui est un manifeste politique, c'est-à-dire vous voulez, mais c'est très bien, j'adore ça, moi, c'est ça qui me plaît dans ce genre de livre.
Mais un manifeste politique, c'est-à-dire vous défendez une orientation, une stratégie, et avec des tas de choses que je peux partager. Mais en même temps, ce qui m'apparaît important quand on a une stratégie politique, c'est de présenter des choses dont on sait d'avance qu'ils peuvent poser problème demain. Je vais vous donner 2 exemples dans votre livre qui m'intéressaient, et c'est pour ça que le débat me plaît avec vous. Première chose, vous avez une vision, de mon point de vue, qui survalorise beaucoup le champ du politique, au sens des partis, de l'élection, etc., qui est un champ important. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'on arrêtera d'élire nos députés, les maires, etc. Je pense qu'il y aura besoin d'une représentation politique, et je partage ce que vous dites là-dessus. Mais dans un premier de vos chapitres, vous y revenez un peu après, vous critiquez très très fermement tous ceux qui proposent des choses comme le tirage au sort, ou qui considèrent que les biens communs ou les communs, peu importe le nom, ou le commun, on peut le mot. C'est votre proposition à la crise démocratique actuelle. Je pense qu'il faut savoir qu'il y aura le tout à la fois. Et Chantal le dit aussi. Mais j'ai lu dans votre chapitre suivant, celui sur le peuple, vous le dites. Une synergie. Voilà. Mais, vous établissez une synergie, mais il y a un curseur. Et votre curseur à vous va quand même beaucoup sur la souveraineté nationale, y compris le rôle de l'État-nation, sur le fait que les institutions politiques sont quand même des institutions déterminantes et qu'il peut y avoir à côté évidemment des biens communs. On le reconnaît, vous le reconnaissez il peut avoir un peu de tirage au sort, mais c'est considéré comme un peu secondaire dans votre affaire. Alors que pour moi, ce qui franchement me tient à cœur, c'est qu'une société est d'autant plus capable y compris de résister à un oligarque ou à un leader qui prendrait un peu trop d'importance, si elle est organisée, si elle vit. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fascine, et je reste vraiment à l'Europe, parce que c'est notre continent et c'est ça votre sujet d'étude, les initiatives, il y en a partout. Moi, je m'intéresse au numérique, c'est ça mon métier. Prenez Wikipédia, prenez OpenStreetMap, prenez les chercheurs qui publient en libre parce qu'ils ne veulent pas que leur publication aille dans des grandes sociétés qui ne permettent pas aux universités pauvres du Sud d'avoir accès au savoir académique. Il y a dans le numérique des millions d'initiatives portées par nous tous, c'est des biens communs. C'est vrai aussi dans l'agriculture, la montée du bio, des circuits courts, des AMAP, des coopératives, on peut multiplier, mais tout ça montre qu'on a une société qui est extrêmement vivante, qui est beaucoup plus vivante aujourd'hui qu'elle ne l'était, mais fondamentalement au sens de la façon dont les gens s'organisent, et ça pour moi c'est une garantie absolue de démocratie. Et pour moi dans la démocratie il y a 2 choses, et je finis là-dessus. Il y a la démocratie institutionnelle, qui doit être en effet représentative, et sur lequel on peut mettre, et moi j'en mettrais plus que vous, de la démocratie directe, des référendums d'initiative populaire, des choses comme ça. Moi, je suis pas contre, et oui, non, mais je pense qu'on peut être d'accord. Mais il y a une autre dimension de la démocratie, qui est la démocratie en action, qui est celle des biens communs, qui est celle des écoféministes, qui est celle des écologistes ou de ceux qui sont dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui agissent en construisant ensemble et qui montrent qu'une autre société est possible à partir de pratiques démocratiques qui sont des démocraties de l'action. Et ce n'est pas la même chose que la démocratie institutionnelle, qui est évidemment complémentaire. Bon. Je crois qu'en finalement, on n'est pas tellement en désaccord parce que c'est peut-être une question. Moi, j'insiste beaucoup de toute façon qu'il faut articuler l'horizontal avec le vertical. Donc, il faut tout même. Alors, parce que, évidemment, votre position est spécifique, mais il y en a qui disent non, on ne veut rien avoir avec l'État, on ne veut rien avec les écoles. Bon, je sais que ce n'est pas votre position. Moi, je crois qu'il faut justement ce que. En Espagne, ils appellent la machine de guerre électorale. Donc, il faut, après tout, on veut arriver au pouvoir. Bon, d'accord. Et la multiplicité des formes qu'on appelle horizontales, oui. Ce que je dis, mais ça vous l'avez certainement compris, c'est que moi, par exemple, mon objection au commun, c'est à ceux qui pensent qu'on peut organiser toute la société. Le principe d'organisation de la société est dans le commun. Bon, je dis non, mais il y a des pratiques de commoning qui sont vraiment importantes. En ce qui concerne le tirage au sort, moi, je dis, on ne peut pas remplacer la démocratie représentative par un tirage au sort complètement. Mais par contre, je suis tout à fait en faveur, dans certaines pratiques, de faire du tirage au sort. Donc, alors je crois que si on a une différence, ça serait peut-être sur on met la priorité. On met la priorité. Mais vous savez, par exemple, pour donner 2 exemples, et je crois d'ailleurs que la France insoumise, ils ont actuellement il y a une stratégie d'aller s'inscrire dans les luttes. Je veux dire, c'est pas participer aux luttes. Et Momentum aussi. Momentum a lancé une grande campagne pour aller justement là où il y a des luttes, s'inscrire dans les luttes. C'est-à-dire ne pas être ceux qui viennent du dessus, mais partir d'en bas. Un pied dans l'institution, un pied dans la société civile. Et pour aller dans le sens, pour aller dans le sens de la France insoumise, je trouve que la séquence de septembre-octobre 2017 a été très mauvaise. Quand la France insoumise voulait remplacer le mouvement syndical, ils ont appris. Donc il faut le reconnaître. Ce qu'ils ont fait pendant la grève des cheminots était, à mon avis, très positif. Et l'appel et le soutien qu'a apporté la France insoumise au mouvement du
8 septembre sur le climat, qui a été des manifestations de jeunes très très importantes, vraiment beaucoup plus que ce que tout le monde pouvait imaginer. Le fait d'y appeler en ne voulant pas remplacer ces mouvements, c'est positif. Oui, donc alors, il faut... on va continuer à avancer sur la discussion avec un point central qui fait partie justement des débats sur le populisme de gauche, c'est justement l'articulation populisme et gauche. Est-ce que le populisme est compatible ou pas avec l'union des gauches? On va regarder un petit extrait où Mélenchon s'exprime sur le mot gauche. Est-ce qu'il est encore mobilisable ou pas? On va regarder ce petit extrait et on en parle ensuite ensemble. Observons que l'ancienne latéralisation politique ne fonctionne pas, elle empêche de penser. Si vous pensez en termes droite-gauche dans cette salle, tout le monde sait ce qu'est la droite et la gauche, et il y a un instant, j'ai rappelé sa racine historique. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans le commun des mortels. Dans le commun des mortels, et d'ailleurs la télé le rappelle tous les jours, et la radio le rappelle tous les jours. La gauche, c'est M. Hollande. Alors comment voulez-vous arriver à penser une latéralisation si on vous appelle gauche quelque chose qui n'a rien à voir avec la gauche? Clairement, ça empêche de penser. Donc, nous sommes devant cet obstacle. Mais nous, déjà, avoir des idées claires, et une théorie claire, et une méthode de pensée claire, jusqu'à arriver au point où, quand Chantal Mouffe dit « c'est à nous de construire des affects et de leur proposer », il faut, à ce moment-là, pas faire 3 sauts périlleux arrière, va des rétro Satanas, quelle horreur, de quoi vous nous parlez, Madame Mouffe, Monsieur Mélenchon, tout ça c'est des passions que personne ne va maîtriser, nous sommes le camp de la raison, etc. etc. Alors ça c'était un extrait en débat avec vous à la Maison de l'Amérique latine en 2016. Ah, il a dit ça, la Amérique latine? Je crois, et c'était Alors, avec vous. Et vous étiez là, voilà, vous n'en avez pas gardé un souvenir très ému, mais enfin ça s'est produit, on a des traces. Non, il y a 2 choses là-dedans. Est-ce que le vocable de gauche est toujours mobilisable? Et puis, en filigrane, il y a la question de l'union des gauches. Est-ce que populisme et union des gauches sont compatibles? On commence avec vous, Chantal Mouffe, et puis ensuite des questions à vous savez que c'est ma position, mais elle n'est pas nécessairement celle des autres. Dans le livre qu'on a fait avec Inigo Errigon, Construire un peuple, le seul point sur lequel on a des accords, c'est celui-là. Lui dit... alors, il parle surtout... qui est on le rappelle, un responsable de Podemos. Alors, il dit, en Espagne, la catégorie de gauche est tellement, la notion de gauche tellement dévalorisée que on ne peut pas mobiliser les gens. Il dit, par exemple, c'est très juste, les indignados ne se sentaient absolument pas partie de la gauche. Vous voyez, alors il dit non. Et lui, il préfère parler de populisme démocratique, populisme progressiste, mais on ne peut même plus parce que Macron nous a chippé le terme progressiste. Et moi, j'ai des débats avec beaucoup de personnes là-dessus. Mais alors, je ne suis pas en désaccord avec eux dans la mesure où, moi, je crois que si on entend par gauche, la gauche, c'est justement une gauche réellement existante, ce qu'ils appellent les Espagnols la izquierda entre comillas, d'accord, bien sûr. Mais moi, je crois qu'il y a une signification de la gauche, parce que la gauche, ça peut faire référence à des intérêts particuliers qui sont les intérêts de gauche, à des secteurs, mais il y a aussi ce que j'appelle la dimension axiologique. Donc la gauche, c'est la défense des valeurs, la défense de l'égalité, de la justice sociale, de la souveraineté. Alors je crois que ça, on ne peut pas les abandonner, c'est trop important. Et surtout qu'aujourd'hui, alors là c'est aussi un argument que je fais dans la discussion avec Errigon me dit, oui mais par exemple c'est vrai qu'en Amérique latine, la gauche, par exemple, en Argentine, par exemple, la gauche, c'est les trotskistes. Hein? Alors, oui, c'est FIT. Alors, moi, je disais, quand mes amis de Kirchner disaient la gauche, je dis non, mais pour moi, c'est vous la gauche. Donc, vous savez, mais alors, je dis à Errigon, oui, mais en Europe occidentale, notre imaginaire, la distinction gauche-droite est encore trop importante que pour l'abandonner. Donc, mais ça, c'est. Donc, je crois. Mais à condition de voir que, justement, on se réfère à des valeurs. Donc, et le populisme. Parce que c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de dire tout de même un mot là-dessus, parce qu'en fait, il s'agit justement de voir... si vous me permettez, je voudrais tout de même insister là-dessus, parce que c'est central dans mon argument. En fait, simplement, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, il y a toutes ces résistances, mais elles peuvent être articulées de manière très différente. Et que si la gauche... Je parle toujours de la gauche, ne parvient pas justement à orienter toutes ces révoltes dans une façon qui soit progressiste, qui soit pour radicaliser la démocratie et pas pour restreindre la démocratie, alors on va laisser le champ, on est en train de laisser le champ ouvert à la droite. Donc c'est pourquoi je crois qu'il faut vraiment orienter. Mais alors quand je parle de gauche, si vous voulez, dans cette circonstance, ce que je veux dire, c'est que
à partir d'une idée de radicalisation de la démocratie. Pour moi, c'est ça, la gauche. Radicaliser la démocratie. Un projet qui radicalise la démocratie. Plus prosaïquement, on a vu à la rentrée une sorte de tournant stratégique un peu de Jean-Luc Mélenchon qui s'est quand même éloigné du populisme. Bon, ça, c'est une interprétation, je ne pense pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et en tout cas, il est allé à l'université d'été d'Emmanuel Morel. Et alors, ça veut dire qu'il abandonne le populisme? Non, en tout cas, il est arrivé devant les socialistes, il a dit « Vous êtes ma famille, je vous ai retrouvé ». Alors, je ne sais pas. Il parlait à Marie-Noëlle Lienemann et à Morel. Hein, oui, il y avait des gens dans la salle. Oui, d'accord. Mais enfin, je veux dire, si François Hollande avait été là, je pense qu'il aurait eu un discours différent. Bien sûr. Vous voyez, mais c'est ça. Non, mais parce qu'en fait... c'est-à-dire qu'on l'a vu qui retourne peut-être plus vers une forme d'alliance. Moi, je regrette beaucoup, là, je ne suis pas d'accord. De rassemblement de la gauche. Non, il a réutilisé le mot gauche, il n'avait pas utilisé pour la campagne. On va peut-être demander l'interprétation à Christophe Moi, Aguiton, qui pour le coup Moi, je crois qu'il continue à avoir une stratégie populiste, mais la stratégie populiste doit inclure, écoutez, si on veut construire une volonté collective... il faut bien entendu inclure. C'est pas qu'on a d'un côté le populisme, de l'autre côté la gauche. Il faut bien entendu, tous ces gens de gauche doivent venir à faire partie du peuple populiste. Donc ce serait plus un moment tactique qu'une différence stratégique. Pour moi, c'est un moment tactique, ce n'est pas une différence stratégique. Alors, je voudrais aussi juste une dernière phrase, parce que je crois que c'est important. Au fond, dans la même session là où on a eu l'extrait, Jean-Luc Mélenchon dit quelque chose, et moi je m'identifie complètement à ça. Il dit fédérer le peuple pour refonder la gauche. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui il montre bien. Ce n'est pas on abandonne la gauche, mais on va fédérer le peuple pour refonder la gauche. Christophe Aguiton, je reprends la question de Pauline Grohl. En gros, est-ce que le fait de parler un peu plus sympathiquement au reste de la gauche, alors qu'il avait eu des mots très durs, notamment en 2017, comment vous appréciez ce moment-là? Pour moi, il y a trois débats qui se chevauchent d'une certaine façon. Il y en a un premier, je vais être vraiment rapide, parce que moi je suis complètement d'accord avec Chantal Mouffe là-dessus, c'est qu'abandonner en Europe occidentale le mot de gauche est problématique. Si la gauche, c'est la défense des opprimés, des exploités, je suis de gauche à 100%. Et pour beaucoup de gens, c'est ça la gauche. Les exploités, c'est les ouvriers, mais les opprimés, c'est aussi les femmes, les migrants, etc. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Et ça, c'est vraiment les racines de la gauche auxquelles je tiens. Et pour ça, je ne vais pas en redire plus. Vous l'avez bien dit, donc je ne répète pas. Deuxième chose, c'est la réponse plus précise à votre question. Après, j'aurai un troisième point qui est fédérer le peuple. Deuxième point, est-ce qu'il y a un changement? Je ne sais pas jusqu'où ça ira. On va voir. Ce que je note, moi, c'est que tant en Espagne avec Podemos qu'en France avec la France Insoumise, il y a eu un petit changement de pas, ou un petit changement, en tout cas, d'orientation tactico-stratégique. Restons entre les deux. C'est Podemos qui, avant la France Insoumise, a employé cette expression, c'est « nous ne voulons pas de soupe au logo ». Nous ne voulons pas de soupe aux sigles, qui était l'idée que quand on a une coalition, en fait c'est un truc incompréhensible et qu'il vaut mieux faire tout seul un blitzkrieg électoral, qui était la position d'Iglesias et Rejón, qui était on va gagner très vite, c'est pour ça qu'ils ne se sont pas présentés au municipal. En fait, il y a toute une histoire de Podemos. Et on a entendu ça en France au moment des législatives en 2017. Exactement, et la France Insoumise a repris ce discours, non à la soupe au logo, on y va, on va gagner, on se présente pour gagner. Alors en disant on se présente pour gagner, on agrège des voix, C'est pas absurde, et c'est vrai de Podemos, comme de la France Insoumise, comme de Syriza en Grèce. Ce qui a fait monter Syriza face au Kukoué, qui était plus gros, qui est le parti communiste orthodoxe, assez ennuyeux, enfin à mon avis, c'est qu'eux, ils ont dit on va gagner. Donc là, il y a des choses qu'il faut savoir utiliser. Il faut mobiliser les passions. Il faut mobiliser les passions, comme vous dites, pas de problème. Donc ça, ils ont fait ça à un moment donné. Avec tous les côtés aussi, le terme avant-gardiste est un peu dépassé, mais un petit peu triomphaliste. Sur deux, écrasant les autres, un peu arrogant. Et c'est vrai pour Podemos aussi. Ils ont changé. Podemos, il y a, je crois, 4 mois maintenant, ça devait être en mai, mais vous connaissez ça mieux que moi, a passé un accord national avec 2 autres forces politiques qui sont ECO, qui est un courant vert, proche des Verts français, et Izquierda Unida, qui serait un peu comme le PC, élargi à quelques petites forces. Et ils ont décidé que, sauf dans les confluences où il y avait déjà eu des gains comme Barcelone, Madrid, Cadiz et quelques autres, ce serait partout pour les prochaines élections, parce que eux, les européennes, c'est un peu secondaire en mai. Ce qui est important chez eux, c'est les régionales et les municipales, puisqu'il y aura toutes les élections le même jour. Et ils ont passé cet accord à tous les niveaux. Européen, régional, municipal, sauf là où il y avait des confluences. Donc on voit que là, la soupe au logo, on est en plein dedans. Et je ne dis pas qu'ils ont tort, par ailleurs. On peut tout à fait comprendre qu'en Espagne, dans la situation actuelle, ils ne veulent pas être trop dépassés par le PSOE, qui a un petit regain de popularité. Mélenchon fait un peu la même chose. On va voir comment il va constituer la liste aux européennes, s'il ouvre un Morel. Tout semble indiquer qu'il va le faire. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il abandonne la stratégie populiste. Mais moi, je pense qu'il y avait beaucoup d'arrogance dans la ligne précédente. Et en effet, on verra sur quelle ligne il le fait. Donc, pour moi, il tourne,
c'est pas forcément mauvais. On va voir sur quel programme, on verra. Bon, mais en tout cas, pas de désaccord, en tout cas de mon point de vue, fondamental sur ça. La troisième chose que je voulais dire, et là on revient un peu aux questions théoriques, c'est quand vous dites fédérer le peuple pour fédérer la gauche. Mais je m'arrêterai à fédérer le peuple. Pour refonder la gauche, absolument. Mais je m'arrêterai à fédérer le peuple. Parce que c'est une des questions sur lesquelles vous insistez. Comme vous, je pense qu'il n'y a pas un groupe social qui, a priori, doit être dominant. Là-dessus, on est d'accord, je ne le reprendrai pas, on en a parlé tout à l'heure. En revanche, je pense que quand on fait une proposition politique, il faut être capable de pouvoir identifier pour savoir stratégiquement quels sont les groupes sociaux qui nous intéressent. Pour un pays comme la France, par exemple, pour moi, il y en a 3, mais on verra que ça va poser problème. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est les problèmes que ça pose. Le premier, c'est ce qui reste, j'en fais partie, du mouvement ouvrier. Moi, je suis syndicaliste, je suis au télécom, etc. Bon, c'est-à-dire tous ceux qui ont organisé les grèves sur les retraites, sur les services publics, etc., qui sont capables de faire ça et qui ont une grande force et qui sont organisés. Et c'est les seuls qui peuvent préparer une manifestation, etc. Le problème, c'est que souvent, on défend ce qui était avant, c'est-à-dire les services publics qui sont démantelés, les privatisations, ce qu'il faut faire, mais ça ne nous pousse pas tellement vers le passé. Deuxième catégorie qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que certains appellent les intellectuels précaires. Alors, ce n'est pas toujours des précaires, mais c'est un peu vous deux. C'est des gens qui ont un niveau d'études élevé, qui sont... Non, mais exactement. Ils ont des contrats à durée indéterminée, n'est-ce pas? Oui. Même si vous avez des contrats à durée indéterminée... Exactement, le coût de la vie à Paris, etc. Il y a une série de facteurs de précarité qui font qu'on emploie souvent cette expression qui vaut ce qu'elle vaut. Mais c'est électoralement très important. Regardez où est élu Mélenchon. C'est pas dans les quartiers nord. Il est élu en centre-ville, dans le Panier, qui est vraiment un quartier qui correspond à Belleville-Ménilmontant pour les Parisiens, pour donner un point de comparaison. Bon. Donc il y a tout cela, c'est les têtes de manif. Aujourd'hui, c'est la moitié des manifs. Et troisième secteur qui m'intéresse évidemment beaucoup, c'est tous ceux qui sont issus d'immigration, tous ces jeunes qui vivent l'oppression par la discrimination. Et on voit que là aussi, il y a des luttes. C'est la famille Traoré qui défend leur frère à Damas, c'est tous ceux qui ont été dans toutes ces luttes contre les discriminations. Mais identifier ça, qui à mon avis correspond au cœur de l'alliance politique qu'il faut construire pour pouvoir vraiment changer les choses contre l'oligarchie, contre les puissances de la finance, ça ne va pas de soi. Parce qu'on voit bien que j'ai pas dit que c'était vous. Toute la construction des chaînes d'équivalence, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. C'est qu'on soit capable de penser en stratégie comme ça. Et c'est intéressant pour moi à deux niveaux. D'abord parce que ça permet de penser l'avenir, mais ça permet aussi de pouvoir comprendre pourquoi il y a des problèmes. Je reviens en Amérique latine et je finis là-dessus, je ne vais pas être trop long. Evo Morales est élu dans une espèce d'alliance entre des populations indigènes, Quechua, Amara, et des mouvements paysans, qui étaient pour certains d'entre eux issus des mineurs, puisque les mines avaient fermé, dont lui d'ailleurs. Et c'est le principal dirigeant du syndicat des cocaleros, c'est-à-dire qui font planter de la coca. Bon, la coca, ça fait quand même un gros marché sur le plan international parce que c'est à la fois utilisé en Bolivie, mais ailleurs aussi sous une autre forme. Bon. Dans une lutte qui a été le tournant en Bolivie, qui est le parc du Tipnis, qui est un parc... Mais écoutez, on va bientôt terminer. Je termine là-dessus. Ce que je voulais dire simplement, c'est que si il s'est battu sur cette route, c'est parce que ça permettait d'augmenter la plantation de coca. Et ce qui est intéressant derrière cet exemple, qui est un petit exemple, c'est qu'en comprenant quels sont les groupes sociaux dominants à un moment donné, on voit les problèmes que ça va poser. La classe ouvrière peut poser problème une fois au pouvoir. Et ça permet de donner aux acteurs un point de vue réfléchif sur leur propre action. Et ça leur permet de construire... Oui, non, mais écoutez... Voilà, oui, sauf que moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et justement, c'est la question de comment on va construire des chaînes d'équivalence. Mais ça ce sont des problèmes qui ne se posent pas au niveau théorique. Sur les problèmes qui sont au niveau pratique. Alors, justement, je pose la question. Les questions politiques sont toujours des questions pratiques. Et locales. Exactement. Donc, ce n'est pas... on ne va pas faire la théorie de... Il faut une certaine idée. Par exemple, on va dire, voilà, il faut fédérer ces luttes, il faut créer... Mais alors après, ça se fait dans la pratique, bien entendu. Mais justement, c'est ça la question. Est-ce qu'après tout, dans le feu d'une élection, on ne peut pas arriver à concilier temporairement certains intérêts matériels qui, inévitablement, vont se retrouver en conflit une fois au pouvoir ? Et là, on est démunis, on n'a plus de théorie pour manier ça. Non, mais justement, c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la différence entre construire une chaîne d'équivalence et ce qu'on appelle la Rainbow Coalition, la coalition arc-en-ciel, où là, simplement, il ne s'agit pas de mettre ensemble toute une série de luttes, parce que c'est vrai que, et je crois que, par exemple, ça a été le problème avec... ce qui passait dans ce qu'on appelle la révolution arabe. Là, il y avait, prenons le cas de l'Égypte, par exemple. Il y avait toute une série de gens qui voulaient absolument en finir avec Moubarak. Donc, il y a eu un mouvement, mais
tous ces gens-là avaient des objectifs complètement différents. Et il n'y a pas eu il n'y a pas eu la création d'une chaîne d'équivalence. Non, ça a été. Et après, évidemment, bon, ils font tomber Moubarak et puis tous les problèmes commencent, évidemment. Voilà. Non, mais c'est pas une chaîne d'équivalence, justement. C'est quelque chose qui va. Alors, on en revient à l'importance du chef, à l'importance d'avoir un principe hégémonique. Moi, je préfère le terme de principe hégémonique, qui peut être, ce principe hégémonique, ça peut être une lutte particulière, ça peut être un individu. Mais il faut surtout qu'on crée de nouvelles subjectivités. Par exemple, je crois qu'il est important que les personnes qui s'engagent dans les luttes commencent à penser d'une manière différente. Par exemple, et ça je l'ai bien vu comme la façon, le danger que l'absence de ça faisait courir. Le mouvement féministe, par exemple, s'il n'est pas allié, vraiment allié, quand je dis allié, c'est pas simplement dire bon, on se met ensemble pour une pétition, mais que s'il n'articule pas, s'il ne devient pas justement, s'il ne reconnaît pas l'importance des luttes ouvrières, alors il va être possible, par exemple, de satisfaire, on peut parfaitement satisfaire certaines luttes féministes sur la base de le fardeau, on va le repousser, ou bien sur les ouvriers, ou bien sur les immigrés. Je crois qu'il faut vraiment construire des sujets politiques qui ont une idée que un projet de radicalisation de la démocratie implique, par exemple, pour le mouvement féministe, de définir ses objectifs d'une façon qui tienne compte des demandes d'autres secteurs. Et c'est uniquement sur cette base-là que, lorsqu'on va arriver au pouvoir, à ce moment-là, bon, ça ne résout pas tout, hein, mais je veux dire, on n'aura pas la question de chacun arrive au pouvoir avec des objectifs différents. Il faut qu'on crée un projet commun dans lequel les différents groupes se reconnaissent. Et moi, je crois que c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'importance de l'idée de radicaliser la démocratie, mais d'une façon qui, justement, ne soit pas uniquement pour nous, un certain groupe, mais un projet de radicalisation de la société. Ça, c'est important. On va faire une question de Pauline et puis une dernière question sur les réseaux sociaux. Donc, Pauline, je demande juste des réponses courtes. Ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, au sein de la France Insoumise, pour le coup, il y a une grande hétérogénéité. Oui. Voilà, alors, sur des questions comme la manière d'exercer le pouvoir, la question migratoire, sur la question européenne. Si Jean-Luc Mélenchon arrive à l'Élysée, comment est-ce qu'il va faire pour contenter tout le monde? Non, mais c'est aussi... mais on n'a pas de réponse, on verra bien. Vraiment, là, ça va être 20 secondes, parce que là, ils l'ont un peu fait, quand même, la France Insoumise, il faut leur reconnaître ça. C'est qu'ils ont des livrets, ils ont un programme qui est, qui a ses limites, il y a l'avenir en commun, et puis il y a des livrets thématiques, hein, donc il y a quand même un petit corpus, on n'est pas à zéro, et je préfère ce corpus-là qu'un homme providentiel. Hein. Parce que ça, c'est probablement... L'un n'empêche pas l'autre, mais si on peut choisir le corpus plutôt que l'homme providentiel, c'est mieux. Alors, on va regarder, on a une question là qui était sur les réseaux sociaux, donc qui nous vient de, j'arrive pas à lire le nom, Transcendence. Le populisme est-il par définition mauvais? Alors, on se doute de la réponse de Chantal Mouffe, mais enfin, peut-être, je préciserai la question pour Christophe Aguiton, et puis on terminera avec Chantal Mouffe. Est-ce que dans les milieux justement dans lesquels vous évoluez, plutôt mouvements sociaux, altermondialistes, etc., est-ce que le populisme fait autant qu'il y a quelques années l'objet de mépris, de contestation? Est-ce qu'il y a une évolution justement grâce aux travaux que peut faire Chantal Mouffe? Honnêtement, dans un pays comme la France, le mot n'est pas très positif. Parce qu'à la différence des États-Unis, et là Chantal a tout à fait raison, aux États-Unis, il y a un populisme de gauche à la fin du 19e qui explique pourquoi, par exemple, dans les États de l'Ouest, on a des constitutions beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus démocratiques que celles de l'Est qui ont été constituées bien avant. Mais en France, le populisme, c'est le général Boulanger, quoi. Hein, bon, donc c'est en fin gros, du 19e, tentative autoritaire. Comment il s'appelle celui qui dirigeait le mouvement des boutiquiers, c'est Poujade. Bon, c'est des mouvements qui sont vécus comme des mouvements dans les années 50, hein, qui était celui qui défendait les boutiques et les artisans pour aller vite. Mais vous savez que moi je trouve ça assez ironique tout de même qu'en France, parce qu'au fond,
la Révolution française, c'était un grand mouvement populiste. Bien sûr. Et au fond, non, mais c'est vrai. C'était le peuple contre le. Donc, pour les Français qui veulent tellement défendre la Révolution française, ils devraient tous être populistes. Oui, la question de Fabien, c'était comment les gens ressentent ce terme. Mais justement, il faut lutter, il faut le dans remontrer. un espace comme l'espace français que je connais, celui des mouvements sociaux, les gens sont pas. C'est pas ce qu'ils retiennent. Je sais, Et deuxième petite chose, c'est que les rapports à France Insoumise se sont améliorés. C'est-à-dire que... Oui, non, ça s'est amélioré pour les raisons qu'on a discutées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'arrogance. Et donc, il y a quelque chose qui est plus fluide, d'aide réciproque, si on peut dire, et ce qui est plutôt positif. Alors, on me dit qu'on a une dernière question pour Chantal Mouffe, qui vient de Lyon Verte, si je lis bien. Alors, Alors, le grand défi, ça va être de répondre en 2 minutes. Mais voilà, vous allez faire un effort, Chantal. Quelles sont les différences entre populisme de gauche et populisme de droite? Vous avez un peu commencé à le rappeler. Mais c'est pas tellement compliqué parce que justement, le populisme Moi, ma thèse, c'est que de toute façon, il y a même dans les populismes de droite un centre, c'est une façon d'articuler de manière xénophobe et nationaliste ce qui sont en réalité de demandes démocratiques. Voilà. Mais alors, et une certaine façon de récupérer la démocratie. Parce que moi, ma thèse, c'est que tous ces mouvements sont des mouvements de résistance à la post-démocratie. Il s'agit de récupérer la démocratie, mais le populisme de droite la récupère pour la limiter aux nationaux, pour, au fond, restreindre la démocratie. Alors, on va peut-être défendre l'État-providence, mais uniquement pour les nationaux. Voyez. Tandis que le populisme de gauche doit, au contraire, il récupère la démocratie aussi, mais pour l'élargir, pour l'étendre, pour ce que j'appelle la radicaliser. Donc, ça veut dire toute cette demande post-démocratique, de résistance à la post-démocratie, elles peuvent être orientées dans un sens qui aille dans la défense de la justice sociale, de l'égalité. Mais c'est pour ça que je crois qu'il y a vraiment un enjeu très important là-dessus. Aujourd'hui, on est dans un moment crucial parce qu'il y a une crise de l'hégémonie néolibérale. Et cette crise, elle peut ouvrir la voie à des régimes beaucoup plus autoritaires, si c'est le populisme de droite qui va parvenir à, si vous voulez, orienter les réponses, ou au contraire à une radicalisation de la démocratie, si c'est le populisme de gauche qui parvient à justement articuler ces demandes. Merci beaucoup, Chantal Mouffe, Christophe Aguiton, Pauline Grohl, et merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, nous recevrons à 20h notamment Pierre Scholler qui nous parlera du film qui sortira le jour même, Un peuple et son roi, sur la Révolution française précisément, qu'on évoquait tout à l'heure. Merci. Un mouvement populiste.